Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers confrères, l'école est heureuse. Annick Chardon et moi-même sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Swan Monoc à l'école. Il est déjà venu, à dire vrai, ce n'est pas la première fois, mais ça remonte tout de même à au moins 10 ans, je crois, 2001. C'est-à-dire, voici 13 ans que je suis revenu à l'école pour nous parler de l'Europe centrale et plus particulièrement de la Hongrie. Et nous sommes vraiment très heureux de l'accueillir. Vous connaissez son double parcours, à la fois de grand savant et aussi de haut fonctionnaire dans le domaine de la conservation des bibliothèques, du livre ancien en particulier. Il va nous parler des cours princières à l'époque moderne en Hongrie. Je lui laisse tout de suite la parole. Vous avez vu que circuler parmi vous une feuille pour recueillir vos adresses internet pour le cas où vous ne les auriez pas données, de façon à continuer d'être informé de ce qui se passe à l'école. Vous pourriez avoir l'amabilité de remplir, si vous souhaitez, la feuille en question. Merci beaucoup. Soit je te laisse. Merci, monsieur le directeur, madame Sharon, chers collègues, mesdames et messieurs. Premièrement, j'aimerais bien remercier de l'invitation pour l'école. Vraiment, je suis très honoré de pouvoir parler à l'école des Chartes. Pour nous, en Hongrie, l'école des Chartes est en première langue, bien sûr, dans notre métier, qui a une tradition qui pouvait garder quand même la tradition, un certain conservativisme aussi dans l'enseignement et la direction de l'enseignement et de la recherche. Et comme école, vraiment très grand prestige parmi les chercheurs hongrois. Ah, voilà. Et je me sens un peu dans une situation assez difficile parce que tenir une conférence, bien sûr, sur la Hongrie de l'époque moderne, c'est pas toujours évident parce que la public est arrivée de plusieurs coins de l'Europe que je vois mes connaissances. Et bien sûr, c'est difficile de parler sur une géographie pas vraiment connue en première langue. Autrefois, parler sur les aristocrates hongrois en prononçant les noms de famille en hongrois, c'est aussi un peu perturbe l'appréciation de ce que je veux dire. Autrefois, quand j'ai reçu cette invitation, je me suis préparé vraiment une conférence publique. Ça veut dire assez, je pense, qui mérite un peu sortir des détails et qui donne peut-être une image plutôt généraliste. Mais en même temps, accompagner cette conférence avec les images, parallèlement, c'est assez difficile, puisque je vais citer dans plusieurs phénomènes de l'histoire, quelques noms de familles aristocrates hongrois et quelques toponymes aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'organiser mon temps un peu, suivant que je vais présenter l'espace géographique un peu, et puis je vais lire mon texte pour dépanner le temps aussi. Et puis, avant la conclusion, j'aimerais bien vous présenter quelques visages de Hongrie du XVIe et XVIIe siècle avec les châteaux, en arrangeant un peu les diapos. Un figure du XVIe siècle avec le château du XVIe, si j'ai trouvé une présentation de l'état de château du XVIe, et puis de notre génération, comment s'est changé le visage et les costumes des gens, et également le château comme construction et édifice. Donc, voilà la Hongrie à l'époque XVIe et XVIIe siècle. Comme vous savez bien que
le pas au milieu, ça appartenait à l'Empire ottoman. Même au XVIIe siècle, c'était un peu élargi parce que Vara Oradea actuellement en Roumanie, c'était occupé en 1660, donc c'est le dernier département turc, la wilaya turque, au XVIIe siècle. Et ici, la Transylvanie, qui est devenue, notre époque, 1541, un principauté indépendante du royaume de Hongrie, et appartenait comme État vassal à l'Empire turc. Donc, cette Transylvanie comme État a son propre développement historique, culturel, et même il y a quelques spécificités qui diffèrent vraiment la Hongrie royale et la Transylvanie. Aujourd'hui, je parle plutôt de l'Hongrie royale et pas la Transylvanie. En comparaison, je vais mentionner quelques familles transylvaines et quelques sites en Transylvanie. Donc, je vais parler en premier lieu cette région-là, le parti de l'ouest et le nord-ouest de l'Hongrie royale. J'ai choisi ces deux cartes parce que là, il y a les toponymes en hongrois et ici, vous pouvez voir les toponymes actuels, donc en Slovaquie, en Autriche, donc, notamment en Burgenland, et puis ici en Croatie, parce que, comme vous savez bien, le territoire était changé et les toponymes dans l'usage de la historiographie hongroise, nous citons toujours en hongrois, mais nous ajoutons toujours le toponyme actuel. Donc, voilà un peu le pays de ce qu'il s'agit. Et maintenant, je prends comme ça cette chaise, parce que l'école est si gentille, enregistre ma communication, et peut-être comme ça, on peut vraiment entendre. Donc, il ne faut pas oublier que ces changements et transformations des rôles des cours seigneuriales, c'était causé absolument par l'occupation turque, parce que le cours royal à Buda était entièrement occupé par les Turcs, c'est 1541, définitivement, mais pratiquement après 1526, ça ne fonctionnait pas vraiment comme un centre d'organisateur de la vie culturelle du pays. Et parallèlement avec l'élimination de Buda comme capitale du royaume de Hongrie, à Alba Iulia, Gyulafehérvár, le cours des voïvodes transylvains du Moyen-Âge était unifié avec le cours de l'évêque de la Transylvanie pour soutenir vraiment du côté de finances le pouvoir du prince de la Transylvanie, qui était, comme j'ai dit, indépendante et qui pouvait vraiment même mener une politique relativement autonome dans l'empire des Turcs. Et tout de suite, ça pose le problème majeur que la Hongrie, comme royaume, n'avait pas un cours royal sur son territoire, parce que le cours du roi de Hongrie se trouvait soit à Vienne, soit à Prague, mais pas un territoire hongrois, et qui met cette situation, la responsabilité énormément sur le pot des aristocrates hongrois, qui, je vous atteste, et atteste les sources historiques, ont pris cette charge, et on a vraiment réorganisé la structure de ce système culturel du pays. Donc, après cette petite introduction, je vais lire mon texte et pas oublier que j'ai au maximum 50 minutes.
Une heure, oui. Donc, la noblesse hongroise de la première modernité est souvent associée aux stéréotypes de inculture et de obscurantisme rétrograde. La présence de ce topos dans la pensée occidentale remonte à l'image négative qui s'était progressivement formée au sujet des Hongrois, d'abord depuis la conquête du pays par les Ottomans, mais surtout depuis la naissance du genre littéraire Tableau des peuples, donc genre littéraire en allemand Völkertafel. Le fait que le peuple hongrois ait adopté le christianisme, qu'il a établi une église comparable à celle des pays occidentaux et qu'il a organisé son État selon les modèles les plus actualisés, voire qu'il soit devenu une grande puissance européenne à l'époque de Matthias Corvin, n'a nullement affecté l'appréciation générale des Hongrois comme un peuple sauvage, violent, cruel, glouton et ivrogne. Les XVIe et XVIIe siècles voient en revanche le déclin de l'État hongrois. Ayant perdu du terrain dans la compétition entre les puissances, la Hongrie ne disposait plus que des ressources minimales pour faire fonctionner ses institutions étatiques, ecclésiastiques et culturelles. Il faut aussi souligner le fait qu'elle a vu se dérouler sur son territoire plusieurs campagnes militaires qui ont entraîné la destruction physique de certains établissements à vocation culturelle collective, donc écoles, bibliothèques, archives, imprimeries, etc. Ces derniers, faute de pouvoir central de la volonté, disons, nationale, d'ailleurs cette expression n'existait pas à l'époque, en sens comme nous prenons aujourd'hui, ne pourront se reconstituer qu'en se conformant au programme édicté par les autorités ecclésiastiques ou laïques, donc mais locales. Les institutions détruites furent par conséquent recréées avec de nouveaux contenus et souvent sous le signe de nouvelles confessions différentes. Donc c'est l'invention de la réforme. Et la Hongrie était très vite réformée. La plupart des familles aristocratiques ont devenu protestantes, premièrement luthériens, puis calvinistes. Et au courant du XVIIe siècle, presque tout est reconverti vers le catholicisme. Donc la population en Hongrie, 90% à la fin du XVIe siècle était protestante et un siècle plus tard, autour de 60% certainement déjà catholiques romains. Donc avec tous ces changements, la restructuration du système culturel, bien sûr, il fallait toujours faire attention pour ne pas perdre le contenu et pour le but pourquoi on a organisé tous ces systèmes. Certes, les peuples occidentaux ne sont pas les seuls à avoir une opinion défavorable de la noblesse hongroise et de sa clientèle. La recherche hongroise aussi est partagée lorsqu'il s'agit d'émettre un jugement d'ordre général. Ceux qui étudient l'histoire de l'illettrisme et l'inscolarité ont l'embarras du choix lorsqu'ils cherchent les preuves de sous-développement culturel hongrois. Ces descriptions présentent le plus souvent la situation hongroise en elle-même et comme étant isolée, elles ont le défaut d'occulter la perspective comparatiste. Donc, même ici à Paris, c'est bien connu, notre collègue est malheureusement mort très jeune, István György, qui a publié un gros volume sur l'analphabétisation en Hongrie à l'époque moderne. D'abord, qui cherche, on peut trouver bien sûr les traces. Les tenants de l'autre approche, celle de recherche consacrée à l'étude du livre et la lecture, à l'histoire des bibliothèques et à celle des écoles, trouvent l'occasion de mettre en valeur les aspects plus favorables de la culture hongroise. Ils adoptent volontiers le point de vue comparatif, même s'ils doivent admettre que la Hongrie n'atteint pas le niveau culturel des pays occidentaux. Dans notre présentation, nous nous efforcerons de traiter des deux aspects, celui de l'illettrisme et de la lecture, des lectures, mais nous devons préciser que nous nous intéressons prioritairement à l'étude des lectures du point de vue de leur contenu. Commençons par souligner deux phénomènes de première importance. Le premier concerne la conjoncture des revenus de la noblesse hongroise et transylvaine
ainsi que la stratification de cette couche sociale en fonction de sa situation matérielle. Les grands propriétaires transylvains se trouvaient dans une situation très désavantageuse par rapport aux nobles de la Hongrie royale, ce qui s'explique par les conditions géographiques et économiques défavorables de leur environnement. Les vallées fertiles des fleurs de la terre des Sicules, donc celle à l'est, de terre du roi et de la Transylvanie proprement dite, furent frappées par des campagnes et dévastations plus souvent que la Hongrie occidentale ou la Haute-Hongrie, donc l'actuelle Slovaquie. La stratification sociale de la population sécule, donc c'est une population parlant hongrois en Transylvanie, était fondamentalement différente que celle de la population de la Hongrie royale. On peut dire en règle générale que cette population était beaucoup plus pauvre. Donc les sécules étaient par personnes nobles, mais en réalité, en général, étaient vraiment très pauvres. Et comme nobles, on payait l'impôt par somme. Ça veut dire pour devenir soldat, pour défendre les frontières à l'est. Les sécules moyens se trouvent dans une condition misérable, ce qui explique la pauvreté de ces lectures et le caractère sous-développé des bibliothèques de la région. Certes, nous saurions nous limiter à une simplification abusive. Au XVIe siècle, la plupart des chanceliers de Transylvanie étaient des nobles qui avaient bénéficié d'une formation académique, même si au cours du XVIIe siècle, la participation des clercs parmi les chanceliers et les conseillers curiaux a baissé. Donc la plupart des chanceliers étaient formés à Padoue, à Bologne. Mais la condition de fortune n'est pas le seul facteur d'acculturation. L'évolution des possibilités de scolarisation et le fonctionnement du système institutionnel d'éducation exercèrent une énorme influence sur les pratiques culturelles des élites. L'autre facteur ayant influencé de manière fondamentale le niveau culturel de la noblesse et de la société entière est la faiblesse de papeterie et de l'imprimerie locale, ainsi que l'absence presque complète des activités des libraires. Il s'agit bien évidemment d'abord d'un facteur paralysant l'achat des livres et enrichissement des bibliothèques, mais il y a plus. Cela implique que l'érudition de la haute noblesse fut entièrement subordonnée au goût de la cour et aux intérêts commerciaux des agents de livres. Un colloque tenu à Venise en octobre 2008 a montré comment le marché vénitien des œuvres d'art et des produits culturels à l'époque moderne supposait une analyse fine. Les interventions présentées ont étudié les transformations de goût caractérisant la première modernité, qu'il s'agisse de la vie musicale, du théâtre ou encore des achats et des collections des peintures, des sculptures et des livres. À Venise, les modifications de goût affectent profondément le processus de création. Il ne s'agit pas seulement pour nous d'une volonté de se conformer à la critique contemporaine. En Hongrie, rien de tel. Certes, nous pouvons observer au milieu du XVIIe siècle une vague de la création des collections et on voit même émerger l'idée de fonder des musées. Les suzerains des cours seigneuriales de Hongrie occidentale, pensons à la famille Nádasdy, puis aux Batthyány ou aux Esterházy, ne se contentent plus d'employer les ingénieurs, architectes, peintres, sculpteurs, musiciens ou graveurs qui se trouvaient devant eux disponibles. Au contraire, ils avaient des idées très précises sur l'image culturelle qu'ils voulaient donner à leur cours, comme en témoignent les changements observés dans le règlement curieux. On n'oserait pas affirmer que la cour de Nádasdy à Sárvár et la cour des Batthyány à Németújvár, donc à Güssing, non, c'est pas ça, celui-ci, à Güssing en Autriche actuellement, relève déjà de cette nouvelle conception. Ajoutons tout de suite que le phénomène n'est pas fréquent en Europe occidentale non plus. La résidence des Nádasdy à Pottendorf
Potendorf se trouve en bas, Autriche, juste à la frontière de l'ancienne Hongrie. Son activité culturelle, le personne et l'entourage du palatin Paul Esterházy se rapprochent sans aucun doute d'un modèle occidental. Mais même les Esterházy, donc les princes, n'ont pas réussi à créer un système institutionnel comparable à celui des centres culturels occidentaux majeurs, donc châteaux, jardins, théâtres, opéras, trésors, musées et bibliothèques, ni à fonder une vie curiale de type occidental avant la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais là, à Esterházy, à Ferteux, c'est réussi bien sûr, donc le cours des Esterházy jouait vraiment un rôle très important, même les empereurs, pour le week-end, se rendaient à Esterházy pour participer à un opéra ou un spectacle de théâtre. L'on sait aujourd'hui que les Nádasdy, il serait arrivé beaucoup plus tôt si la condamnation juridique de 1671 n'avait pas brutalement interrompu l'histoire de la famille, notamment lui, François Nádasdy, était décapité du cause d'une conjuration contre l'empereur et tous ses biens étaient confisqués par le chapitre, donc, et par l'empereur. Donc c'était vraiment un moment décisif dans l'histoire de la famille Nádasdy. Donc même aujourd'hui, son château de Potendorf est en ruine, car c'était fait brûler dans la Deuxième Guerre mondiale. La définition structurelle de la Cour et le soutien aux différentes institutions dépendaient, comme il va de soi, de la surface financière de chaque famille. Ce n'est pas un hasard que si les Nádasdy aient réuni les ressources financières au patrimoine des Kanizsai, c'est une autre famille, c'était sud de Sárvár, la plus puissante famille de la Hongrie médiévale, ont pu jouer un rôle pionnier dans la création du système institutionnel de la culture hongroise du XVIe siècle. Les Pálffy et les Thurzó, grâce à leur parenté avec les Fugger, donc les banquiers, les Mikulics de Croatie, les Istvánffy et les Zrínyi, également en Croatie, actuelle Croatie Nord, ont suivi cet exemple des Nádasdy. Certes, les aristocrates proches de Vienne, ou du moins établis dans la partie occidentale du pays, avaient de chances de visiter et étudier les cours seigneuriales, princières ou royales européennes, meilleures que celles des familles de Hongrie orientale. Il faut pourtant s'interdire de tirer des conclusions abusives portant sur la modernité des cours aristocratiques transylvains, puisque la plupart des pérégrinations aristocratiques de tournant du XVIe et XVIIe siècle sont le fait des familles aristocratiques transylvains, notamment les Bethlen et les Cornish, donc, qui ont fréquenté eux-mêmes aussi l'université de Padoue et de Bologne. Donc, avaient vraiment une formation, pas seulement académique, mais aussi culturelle, Italie du Nord. Notons que seuls quelques aristocrates de la Hongrie royale ont dû effectuer un grand tour. Il ne faut pas confondre ce phénomène avec le pèlerinage académique, donc pérégrination académique, de grand tour au XVIIe siècle. Donc Adam Batthyány et ses fils, István Nádasdy ou Sigismund Széchenyi, donc Széchenyi, comme famille, commence à grandir à la fin du XVIIe siècle. La Transylvanie ne faisait pas partie de l'Empire des Habsbourg au XVIe, XVIIe siècle. Le nombre des Transylvains qui ont visité la cour de Vienne ou qui y ont vécu durablement est limité. Les sources archivistiques portant sur la culture des cours transylvains sont très rares jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Ce que l'on en sait provient surtout des sources narratives. La prédominance de la cour princière de la Transylvanie et la supériorité économique de la famille princière substituaient un handicap pour l'aristocratie transylvaine, laquelle pouvait néanmoins bénéficier de l'exemple culturel fourni par le prince. Et les princes étaient majoritairement calvinistes, sauf les Báthory. Lorsqu'on compare les cours aristocratiques de la Hongrie royale à celles de la Transylvanie, nous devons nous rappeler que les cours aristocratiques
transylvaine, majoritairement protestante, était chargée, malgré le moins puissant économique, d'assurer l'accès de leur entourage aux livres et à la culture que les livres représentent. Les cours aristocratiques transylvains ont conservé cette fonction jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, voire parfois, dans certains des cas, jusqu'au début du XIXe siècle, qui était inimaginable qu'un curé d'un village était entré chez les Esterházy pour emprunter un livre. C'était en Transylvanie tout à fait à jour. Chez les Teleki, on pouvait aller, les pasteurs protestants, pour demander un livre pour se préparer pour le service de dimanche. Le premier élément du régime institutionnel de la cour concerne l'éducation. Du côté de l'enseignement des différentes disciplines, les aristocrates ont fait appel à des précepteurs, mais les représentants de l'Église, à laquelle chaque famille appartenait, prêtres, pasteurs, moines, etc., jouaient aussi un rôle plus ou moins grand. Cela n'impliqua nullement que la famille retirait son soutien aux écoles paroissiales actives sur ces domaines. Sans le soutien des nobles, les communautés rurales n'auraient pas pu disposer les moyens nécessaires pour mettre en place une éducation élémentaire. Les éléments supplémentaires de l'éducation furent informels et pratiques. Les jeunes devaient se familiariser avec l'économie, avec les règles de la participation de la politique locale, régionale, éventuellement nationale et dans quelques cas très rares, internationale. Et avec la manière d'établir un réseau de relations en termes modernes, l'acquisition du capital des relations. Il devait également s'initier à la science militaire, aux coutumes des peuples voisins, surtout les Autrichiens, les Allemands et les Turcs, ainsi qu'aux règles de comportement civilisé, donc repas, hygiène personnelle, courtoisie, danse, etc. Les dames de la cour s'appropriaient, certes, selon différents modèles, des connaissances presque identiques à celles des hommes. La phase suivante de l'éducation concerne éventuellement l'organisation d'un voyage d'études, voyage qui représentait une occasion exceptionnelle pour faire choix personnel des livres pour la bibliothèque. La question qui nous préoccupe ici en priorité est celle d'identifier la quantité, les sources, la nature et l'usage des livres au sein du processus de formation. On doit de prime d'abord exclure l'hypothèse selon laquelle la noblesse de Hongrie aurait déterminé lors de l'éducation des générations à venir et de leur entourage immédiat conformément aux théories occidentales portant sur l'éducation aristocratique. Dans les catalogues des livres, on ne rencontre guère les ouvrages de Jean-Antoine de Baïf, par exemple, de François de Lanoux ou Antoine de Pluvinel, ouvrages qui ont exercé une influence décisive sur le programme pédagogique des écoles nobiliaires, pas seulement en France, mais aussi également en Allemagne, donc à Kassel ou un peu plus tard, on peut mentionner les exemples de Heidelberg, Tübingen, Kassel, jusqu'à Danemark, donc à Sörö, où il y avait fondé en 1629 un Ritter Academy, donc une école des chevaliers. Donc, et tout s'était fondé suivant les modernes, la théorie française. Donc, ici je saute une page parce que c'est très long. Mais la noblesse de Hongrie ignorait toute cette littérature théorique, donc ni les auteurs ni les titres ne figuraient dans ces bibliothèques. Par contre, grâce à la lecture de quelques ouvrages contemporains de philosophie morale et politique, ces personnalités ont acquis un certain nombre de connaissances portant sur la formation de la jeunesse. Catharinus Dulcis, par exemple, a dirigé autour de 1602 la première réforme de Mauritianum de Kassel, donc c'est l'école que j'ai mentionnée, devenue cette école en 1618 le Collegium Mauritianum Adelphinum. Jouissant en Hongrie d'une popularité comparable à celle de Dulcis, Christophe Bezold insiste sur la nécessité de la collaboration entre l'université de Tübingen et l'école militaire. Ça veut dire qu'en Hongrie, la conception de la res publica emendanda
se diffusaient par les biais des ouvrages de philosophie morale et politique et que la noblesse du pays a pu rencontrer dans ces titres l'idée de l'éducation publica, selon laquelle elle ne devait pas être éduquée séparément. Les jeunes appartenant à cette classe sociale devaient étudier avec les élèves provenant d'autres horizons. Cette voie conduira aussi à la reconnaissance de l'utilité de la bibliotheca publica. Donc, au lieu de la théorie de l'éducation, on a pris ces idées similaires ou les mêmes des ouvrages de la philosophie morale et l'ouvrage de la philosophie de la politique. Certes, ces idées figurent déjà chez Sénèque et chez Pétrarque. Parmi leurs partisans les plus actifs, évoquons Wilhelmus Peraldus, auteur très lu dans la Hongrie du XVIe et XVIIe siècle. Ce théologien, qui a commencé sa carrière comme frère dominicain avant de devenir évêque de Lyon, consacre au sujet et à la De Superbia Librorum le sixième chapitre de sa Summa Virtutum ac Viciorum, chapitre dans lequel il renvoie fréquemment à Saint Jérôme. On peut retrouver les mêmes réflexions dans les ouvrages de la théorie politique du XVIe siècle, qui précisent qu'il s'agit là d'une problématique digne à l'attention des princes et des aristocrates. Les ouvrages composés au milieu du siècle n'ont pas hésité à distinguer entre la nobilitas generis et la nobilitas literata, et à signaler aux aristocrates que pour servir la res publica, il ne suffit pas de se former eux-mêmes par des vastes lectures, il faut qu'ils ouvrent les portes de l'érudition à tous les membres de la communauté politique. Christophe Bezoff leur propose, par conséquent, de participer activement à la vie de la bibliothèque de la Publica Institutio, ça veut dire organiser institution publique, et de s'éduquer par la voie de la Publica Disciplina, donc pas se séparer dans une école privilégiée pour les aristocrates. Il faut aller aux universités ensemble avec les bourgeois, les enfants de bourgeoisie, etc., etc. La source principale dans laquelle ils puisent les connaissances pédagogiques et politiques demeurait néanmoins les livres d'histoire. Il est très difficile de faire le départ entre la philosophie morale, les miroirs princiers et les chapitres méditatifs des livres d'histoire. Nous devons donc leur accorder une attention particulière. Conformément à ce qui passe dans le domaine de l'éducation, les aristocrates de Hongrie puisaient leurs connaissances économiques ailleurs que dans les livres. La chose se vérifie aussi pour les intendants, donc les régisseurs, même si l'excellence d'un certain nombre de serviteurs. Donc, je peux mentionner quelques noms, mais ça dérange un peu les oreilles. Les serviteurs paraissent témoigner de la naissance d'une intelligentsia économique. L'on sait qu'en France, Colbert fit écrire un livre sur l'économie à l'usage de la noblesse, mais en Hongrie, on ne trouve aucun exemplaire ni de la méthode pour bien dresser toutes sortes de comptes de Claude Hirson, ni du traité de la noblesse de Gilles-André de la Roque. Pour autant, les ouvrages de la théorie politique dont disposaient les blés de Hongrie renfermaient quelques connaissances générales qu'aujourd'hui on qualifierait d'économiques. Une famille nobiliaire moyenne possédait quelques livres. Chaque membre de la maisonnée disposait des livres à usage personnel, livres scolaires, catéchèses, livres de piété, et enfin quelques lectures reflétant le goût personnel de son propriétaire. Pratiquement, toutes les familles aristocratiques avaient outre une bibliothèque dans la plupart des cas dépourvues de catalogues ou de registres. Les renseignements dont nous disposons à leur sujet proviennent des feuilles d'achat, des factures, des notes de régisseurs ou de registres successoriaux, donc inventaires après décès. Nombreuses sont les bibliothèques dont quelques pièces subsistent jusqu'à nos jours. Par contre, très rares sont les familles du XVIe et XVIIe siècle qui ont légué à la postérité non seulement des catalogues contemporains, mais aussi des livres que les chercheurs peuvent consulter. Donc signalons ici Nicolaus Zrínyi et le palatin Paul Esterházy,
Et dans une moindre mesure, c'est Ferenc Nádasdy, le juge royal, celui-ci. Donc il y a un registre de ces livres et on peut même consulter quelques centaines de ces livres pour voir comment il a utilisé ces livres. La bibliothèque curiale était une collection pour l'usage commun à laquelle tous les membres de la cour avaient accès. Prenons l'exemple d'une bibliothèque, donc la création fut motivée par la bibliophilie de son propriétaire, la bibliothèque Esterházy à Kismarton. Peut-être j'ai aussi... Et voilà, Paul Esterházy et son château à Kismarton. Les ouvrages consacrés aux techniques de la construction des fontaines, acquis sans doute sur la proposition d'artistes architectes, purent être utilisés par l'ingénieur responsable de l'exécution. Dans la période qui nous intéresse ici, nous ne connaissons, en dehors de la collection Esterházy mentionnée et plus haute et de la collection Nádasdy de Potterford, aucune bibliothèque qui ne soit fonctionnelle et qui ne soit censée satisfaire les besoins de la cour entière de son milieu et de son milieu. Voyons maintenant le procédé de l'acquisition des livres. Les aristocrates et les nobles ne pouvaient s'adresser à aucune libraire permanente, donc il n'existait aucune en Hongrie jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Il y avait les marchands itinérants. L'offre commerciale des ateliers de reliure était assez modeste. On y trouvait en règle générale que des ouvrages scolaires et des ouvrages de piété. La recherche a certes identifié quelques libraires de Haute-Hongrie et de la Transylvanie qui s'occupaient de la transmission des livres, mais ils visaient surtout le public bourgeois, les agents des éditeurs étrangers, surtout viennoises, allemandes du Sud et d'Italie du Nord. S'il avait essayé d'établir des contacts réguliers avec les familles aristocratiques hongroises, se sont efforcés de vendre uniquement les livres publiés par leur maison mère. Il convient d'accorder une attention particulière aux rapports qui existent entre la famille Batthyány et le huguenot parisien réfugié à Francfort, André Veschel, ses Jean Marne, Jean Aubry et leurs descendantes. D'abord, leurs descendantes ont ouvert une petite boutique à Vienne, puis un Aubry était devenu imprimeur en Hongrie. Donc, on avait vraiment une très bonne relation avec cette famille. Soulignons également un fait intéressant. Le palatin, donc le juge royal Ferenc Nádasdy, déjà évoqué, avait l'intention d'ouvrir une librairie à Vienne en collaboration avec la famille Moretus de Anvers, ce qui est absolument intéressant. Les alumni, donc poursuivant leurs études aux frais des familles aristocratiques, ont enrichi avec un certain succès la bibliothèque familiale, mais leur goût personnel et leur orientation intellectuelle ont laissé une trace indélébile dans les bibliothèques de leurs patrons. Le grand seigneur hongrois disposait pourtant de plusieurs possibilités pour choisir des livres qui correspondent à son goût. L'occasion la plus évidente se présentait lors des voyages. En visitant une grande ville européenne célèbre pour ses libraires, il était possible de personnellement consulter les ouvrages, donc on n'avait aucune connaissance préalable. Nous pourrions citer ici plusieurs exemples. Donc les plus connus concernent les voyages européens de Balthazar Batthyány, Nikolaus Zrínyi et de François Ferenc Nádasdy, voyages qui transformèrent du fond en comble le goût des collectionneurs. Une forme très spécifique de voyage est celle de laquelle les grands seigneurs, officiers de l'armée impériale, participent aux campagnes militaires européennes, s'y trouvent l'occasion de visiter des libraires de quelques grandes villes occidentales. Donc, nous connaissons exemple aussi, par exemple, de la famille de Sobor et de Csáky, qui étaient soldats contre d'abord les Français en Alsace. On a eu occasion d'acheter personnellement les livres. Certes, le registre publicitaire, donc une liste avec les titres des livres offerts par les libraires,
que les livres adressés au cours seigneurial ne permettent pas une étude approfondie du contenu des livres, mais en déterminant du moins la composition thématique de sa collection, chaque seigneur a pu faire entendre ses préférences. Le handicap principal de l'acquisition de livres par le voie de registre publicitaire réside dans le fait que l'acheteur est exposé aux aléas des intérêts commerciaux du libraire. Les agents n'ont proposé aux clients potentiels que les livres publiés par la maison d'édition qui les payait. Plus utiles sont par conséquent les catalogues des foires du livre, donc celui de Francfort am Main ou de Leipzig, diffusés de plus en plus largement depuis la fin du XVIe siècle. Nous conservons un exemplaire envoyé à Balthazar Battiani par Jean Aubry, Jean d'André Vechel, imprimé au Huguenot déjà mentionné. Les documents relatant l'histoire des rapports qui avaient existé entre Balthazar Moretus et Ferenc Nádasdy, j'ai mentionné déjà. Le comte disposait d'un exemplaire du catalogue de l'éditeur anversois, qu'il a prêté à Georges Lippai, archevêque de Esztergom. Au début du XVIIIe siècle, Paul Ráday, donc le chancelier de François Rákóczi, le deuxième, a sélectionné les livres à acquérir dans le catalogue de la foire de Leipzig. Bien sûr, d'autres grands seigneurs pouvaient aussi connaître cette manière de se renseigner sur les livres. Il arriva néanmoins le plus fréquemment que les intendants des domaines achetèrent à l'occasion de leur déplacement les livres que la famille avait demandés ou qu'ils avaient eux-mêmes trouvés intéressants. Dans la plupart des cas, les mandataires n'ont pas précisé quels livres ils voulaient. Ils ont par exemple exigé des livres d'histoire, des livres consacrés au territoire récemment découvert, des albums illustrés présentant les empereurs, etc., etc. Les personnes exécutant l'achat disposaient donc d'une marge assez considérable pour choisir parmi les livres conformes aux exigences de son mandataire. Plusieurs documents du XVIe et XVIIe siècle attestent de la relative fréquence de ce phénomène. On a pu observer l'existence du même phénomène dans la cour de Zwickau par exemple, mais je peux énumérer ces exemples. Certes, les agents et les intendantes ne sont pas allés très loin pour chercher les livres. Ceux de Hongrie occidentale, de la partie occidentale de la Haute-Hongrie, avaient pour destination Vienne et Graz, donc en Styrie. Les habitants de la Hongrie septentrionale ont visé Cracovie, tandis que les agents des grands seigneurs de la Croatie préférèrent Venise. Les Zrilli avaient même une maison à Venise. Tous les centres en question étant catholiques, les exigences religieuses, théologiques et ecclésiastiques des seigneurs protestantes ne pouvaient pas être satisfaites de cette manière. Ils ont par conséquent confié à la tâche d'accueillir les livres aux jeunes qui poursuivaient des études en Europe occidentale grâce au soutien financier de même seigneur. Beaucoup d'annotations des journaux et des albums, ainsi que les multitudes de lettres, attestent des achats exécutés de cette manière. Ceux qui accomplissaient des missions diplomatiques se sont également chargés de la tâche d'acheter quelques livres pour le compte de leurs mandataires. Les seigneurs ont souvent demandé aux colporteurs qui se déplaçaient en Europe d'accueillir tel ou tel volume souhaité. Les étudiants séjournant à l'étranger n'ont pas hésité à renvoyer à leurs mandataires les livres obtenus par les soins de ces colporteurs. Entretien. Des institutions liées à la cour, donc imprimerie, bibliothèque, école, jardin, l'organisation de leur activité, le mécénat actif figure aussi parmi les obligations des familles de haute noblesse. Notons en passant qu'en agissant ainsi, les aristocrates ont également contribué à l'enrichissement de leur bibliothèque. On peut légitimement supposer que les auteurs aux imprimeurs soutenus par un mécène lui firent don, par obligation morale mais aussi par intérêt,
au moins un exemplaire des ouvrages publiés. Voilà pourquoi, en recensant le corpus des bibliothèques aristocratiques, nous relevons toujours la mention des ouvrages dédiés aux membres de la famille. Enfin, les livres publiés par les imprimeurs itinérants ne doivent pas négliger lorsque nous nous efforçons de dessiner l'horizon culturel de tel ou tel grand seigneur. Les familles aristocratiques ne se sont pas contentées de fonder des écoles attachées à leur cour. Elles ont contribué aussi à l'entretien des écoles existantes sur les domaines. Souvent, le bâtiment lui-même était propriété de la famille. Les grands seigneurs aidèrent les plus doués des jeunes gens à poursuivre des études secondaires dans le pays et des études supérieures à l'étranger. Ils ont payé leurs instituteurs et les professeurs et ils ne manquèrent pas de développer les bibliothèques scolaires en leur faisant des dons, en leur achetant et en leur léguant dans leur testament les livres nécessaires. Prenons un exemple, Imre Forgách par exemple, qui fit don à l'école luthérienne de Trenčín de tous les exemplaires tirés de sa propre bibliothèque qu'il pensait pouvoir être utiles. Balthazar Batthyány a soutenu l'école de Németújvár, donc à Güssing, d'une autre façon. Selon le témoignage des livres conservés aujourd'hui, il lui a transmis les livres provenant de la maison conventuelle des Augustiniens. Donc le Seigneur est devenu protestant, il a confisqué la bibliothèque des Augustiniens et a donné l'école protestante. Ces exemplaires sont régulièrement utilisés par les instituteurs ainsi que par les pasteurs du village et du château. Par contre, dans la seconde moitié du XVIe siècle, une partie importante des manuscrits fut utilisée comme matériau de reliure. Donc, hélas, on ne possède pas aujourd'hui tout. Balthazar ne se contenta pas d'avoir transmis à l'école les livres des moines. Il a également renoncé à ceux de ses propres livres, surtout théologiques, qui l'intéressaient moins, après y avoir apposé sur son ex-libris et parfois quelques notes. Balthazar et son fils, François, accueillaient volontiers à leur cours des érudits, enseignants et pasteurs, fuyant la persécution et qui, en échange, leur transmirent leurs livres. Par la suite, on peut citer des multiples exemples analogues. Donc, Adam Batthyány, quant à lui, après avoir supprimé l'école protestante, introduit dans cet domaine les franciscains et soutint généreusement l'éducation catholique de ce sujet. Et je peux énumérer l'autre exemplaire. La question se pose aussitôt. Les livres que les grands seigneurs abandonnent aux écoles et aux maisons conventuelles les plus diverses relèvent-ils de la culture aristocratique? Les aristocrates avaient sans doute une certaine culture livresque liée à la formation scolaire. Ils étaient aussi familiers, en fonction de leur apparence confessionnelle, des livres de piété quotidiens, souvent des volumes de petit format. Si on ne peut pas affirmer avec certitude qu'ils aient lu les prédications figurant dans les collections des sermons publics grâce à leur soutien financier, ils les ont sans doute entendus à l'occasion de services religieux ou des conversations personnelles avec les prêtres ou pasteurs. Les auteurs antiques, grâce aux livres scolaires et aux éditions des Proverbia, acquises à l'étranger, leur étaient également familiers. Leur lecture historique se trouvait au centre de leur intérêt et ils avaient aussi des connaissances, certes le plus souvent avec superficielles, sur les auteurs théologiques les plus importants. Ils savaient donc qu'ils avaient donné aux écoles. On sait que lorsque l'on étudie la culture livresque des couches sociales les plus basses, il ne faut pas négliger la transmission orale des éléments de l'érudition. Cette précaution méthodologique est encore plus valide s'agissant de la culture des aristocrates qui avaient toujours la possibilité de compléter leur connaissance de base en échangeant avec des experts, donc enseignants, pasteurs, hommes de science, d'autres aristocrates, etc. etc. Balthazar Batthyány, par exemple, je vais citer, donc l'évaluation des connaissances culturelles et scientifiques de tel ou tel grand seigneur nous informe
puissamment sur l'espace complet de la cour dans son ensemble. Donc une partie importante s'appuie sur la culture livresque des acteurs. Citons l'exemple de ce voyageur arrivé de Bruges, donc de Flandrie, qui rapporte que lors de sa visite de la maison des Batthyány à Pressburg en 1658, l'un des fils de Adam présenta les traditions et la culture hongroise en jouant du violon, puis en dansant à la manière hongroise avec sa mère. Le jeune aristocrate témoignait ainsi de certains aspects de sa culture. Il savait que l'étranger originaire des Pays-Bas pouvait s'intéresser aux spécificités des traditions hongroises, et il savait aussi que là où l'étranger était né, rien n'était comme en Hongrie. Certes, on ne peut pas constater avec précision la nature et la quantité de connaissances dont le jeune aristocrate disposait au sujet de Bruges et de ses environs. Il en avait sans doute discuté avec l'invité ou préalablement à la visite avec les personnes de son entourage qui auraient pu lire sur le sujet ou en avoir une expérience directe. Voilà pourquoi je suis convaincu de l'utilité de prendre en considération les livres et les lectures des différents agents et familiers de la cour, en majorité des nobles eux aussi. Comme les subordonnés avaient accès à la bibliothèque de leur maître, celui-ci pouvait être, en contrepartie, attentif aux connaissances dont il disposait. La culture conforme à l'esprit et du temps de George Bernasic, donc un régisseur de la cour Nádasdy, témoigne de la modernité et l'ouverture de la cour de Nádasdy à Sárvár. On peut tirer les mêmes conclusions des connaissances économiques des régisseurs de Rákóczi et celui des Apafi, donc si on mentionne autre exemple. Donc cet régisseur, quand il est mort, il possédait 62 livres absolument modernes, donc de Erasme jusqu'à la moitié du XVIe siècle, et également la théologie de Luther, Melanchthon, donc il était vraiment quelqu'un de très, très ouvert. Et si le régisseur possédait les livres d'elle dans un cours aristocratique, supposons que les Nádasdy étaient aussi à jour dans ces groupes de connaissances. Une attention toute particulière doit être portée aux titres faisant partie de la bibliothèque du pasteur ou de prêtre à la cour. Même les livres qui ne se trouvent pas dans la cour sont intéressants de ce point de vue. Érudition de la famille Bejte, donc 3 membres de cette famille deviennent pasteurs de la cour Batthyány, enrichit non seulement eux-mêmes, mais aussi les membres de famille, donc avec qui on a beaucoup discuté sur les questions théologiques. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'un ecclésiastique lègue ses livres à un grand seigneur qui l'avait soutenu. C'est ce qui montre l'exemple de Francesco Orsolini, un curé d'origine italienne, à Kismarton, donc justement ici. La collection passa à Paul Esterházy, donc le palatine de Hongrie. Un autre domaine concerne les livres d'usage commun disponibles dans une cour. Leur présence atteste de la forte volonté de l'acquisition collective de connaissances par le biais de la conversation érudite, et on peut guère imaginer que le grand seigneur soit absent de ces échanges. Le meilleur exemple permettant d'illustrer le phénomène nous est donné par la cour Batthyány des Batthyány Métújvár et par la personne de Balthazar Batthyány. Dans cette cour, les membres de la famille Bejte, déjà mentionné, créèrent une sorte d'atelier théologique, donc les participants utilisaient leurs livres en commun. En même temps, Balthazar fit partie du cercle humaniste de Pressburg, tout comme d'ailleurs le botaniste attaché à sa cour, Carolus Clusius, dans Charles de Recluse, très connu à Leyde, qui a fondé le jardin à Leyde.
La plupart de ces cercles fonctionnaient au sein des cours des prélates, mais on peut mentionner des autres familles de grands seigneurs laïcs, en dehors des Bottiani, qui entretiennent cette forme de sociabilité. En Transylvanie, par exemple, l'entourage de Sigismund Cornish, ainsi que les Listi, qui avaient hérité excellents ouvrages humanistes venant de leurs parents, Nicolaus Olaus, qui est connu aux Pays-Bas aussi comme secrétaire de Marie de Hongrie, entretenant des cercles analogues. Si dans la plupart des recensements des livres dont nous disposons, les exemplaires du chef de la famille ne sont pas distingués de ceux des autres membres de la famille, ce n'est pourtant pas toujours le cas. La recherche peut parfois repérer les lectures qui correspondent aux différentes phases de vie. Puisqu'on dispose de connaissances relatives étendues au sujet des livres scolaires, on peut établir une comparaison entre les études qui poursuivaient les enfants des Palfi, par exemple, aristocrate de Haute-Hongrie, Nicolaus Bethlen ou le petit noble Sigismund Ryti en Transylvanie. En principe, on ne devrait pas observer trop d'écart, puisque le régime scolaire de l'époque n'autorisait pas de différence majeure entre les écoles de même niveau. Mais dans les familles qui pouvaient se permettre d'employer un précepteur pour favoriser la réussite de cours scolaires, par exemple les Palfi, les jeunes avaient la possibilité de consulter les textes des auteurs scolaires, non seulement en édition scolaire, pro uso Delphini, mais aussi dans les collections de la famille d'œuvres complètes. Ils pouvaient en tout compléter leurs connaissances par quelques éléments non obligatoires, donc avec l'aide bien sûr de précepteurs. Si les femmes lisaient aussi, il faut ici apporter quelques nuances. Elles bénéficiaient également d'une éducation en partie livresque. On peut par exemple penser aux connaissances sur l'habillement. Il existait au XVIe siècle des livres de mode, aussi en Hongrie. Certes, les premières bibliothèques féminines, des collections que l'épouse de grands seigneurs constituait pour son propre usage, datent du début du XVIIIe siècle. Il faut pourtant poser antérieurement la question de la possession des livres par les femmes. On peut rencontrer des inventaires des livres occasionnés par une transmission de biens par branche féminine. On faisait souvent l'inventaire des biens d'une veuve, et une partie importante en était constituée par des livres familiaux. Si Barbara Telegdi ou Barbara Bottiani ne lisaient sans doute pas les livres qui se trouvaient dans les bibliothèques de la famille, les recensements de leur collection caractérisent par contre probablement assez bien les lectures, celui de Judith Wehr ou Anna Bornemisza, donc les deux femmes transylvaines. Donc Anna Bornemisza était la femme de Mihai Opofi, le premier, Judith Wehr, la femme de chancelier de cette prince transylvain. Dans ces dernières décennies, la recherche portant sur l'histoire des bibliothèques aristocratiques a été associée à l'histoire de la bibliophilie, mais la première question qui a préoccupé les chercheurs a été de savoir dans quelle mesure le propriétaire avait lu ou non les livres rassemblés. De nos jours, l'histoire des bibliothèques est liée à l'étude des collections de raretés, de curiosités, des musées et à l'histoire du goût. Les livres entrés dans les cours aristocratiques hongroises ne peuvent tout simplement pas être considérés comme recouvrant les lectures de la famille, ainsi que je l'ai montré tout à l'heure. Voilà pourquoi nous devons procéder très prudemment lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont les livres qui sont à l'usage personnel de tel ou tel grand seigneur. Souvent, les chercheurs peuvent faire avec une relative certitude. Par exemple, les factures des livres que nous conservons de la bibliothèque de Balthazar Bottiani renvoient sans doute aux livres qui étaient à son usage personnel. Ce n'est pas par hasard si les livres figurant sur ces facteurs ne rentrent que très rarement dans la bibliothèque de l'école protestante que j'ai mentionnée. De même, les lectures dont les grands seigneurs font mention dans leur correspondance ou dans leurs journaux intimes
ont une importance particulière pour les chercheurs. Je saute maintenant quelques pages. Dans le paragraphe de le premier paragraphe de ma conférence, j'ai évoqué la transformation des fonctions de la cour aristocratique d'une époque à l'autre. Faute de cour royale qui aurait pu servir l'exemple et organiser la culture, et dans un contexte marqué par plusieurs conversions d'une confession à l'autre, les cours des grands seigneurs devaient se charger des tâches autrement plus importantes qu'auparavant. Il faut aussi considérer le fait que les structures de l'Église catholique ne se rétablirent que dans la seconde moitié du XVIIe siècle, ce qui a permis enfin au centre ecclésiastique de reprendre un certain nombre de fonctions jusqu'à-là assurées par les cours aristocratiques uniquement. Donc l'hiérarchie catholique était tombée en ruine au XVIe siècle et il fallait, on avait besoin d'un siècle pour un peu se réfléchir et reconstituer toute cette hiérarchie. Ce transfert n'est pas nécessairement accompagné d'un allègement des charges financières pesant sur les grands seigneurs, mais ces dernières se sont du moins trouvées dégagées d'un certain nombre d'obligations quotidiennes. Un sujet de recherche intéressant viserait à étudier quand et comment telle ou telle grande famille a chargé un certain ordre religieux accomplir des missions à caractère pour partie culturelle, prédication, surveillance des écoles et des imprimeries, etc. Il faudrait aussi déterminer les cas échéants. Pourquoi ces grandes familles en question ont pu changer l'ordre favori, comme on l'observe dans les exemples des Nádasdy et des Servites, ou des Esterházy et des Jésuites, puis des Franciscains, etc. etc. Vu sous cet angle, la situation des grands seigneurs différait entre la Hongrie occidentale et la Transylvanie, au moins autant qu'elle différait selon la confession catholico-protestante. Après la décennie tragique, donc 1660 à 70, comme l'État Habsbourg a organisé, avec une force organisée, a soumis les églises protestantes à faveur de celui des catholiques, les églises protestantes en Hongrie ont nécessité le soutien indirect mais constant de leurs patrons pendant un siècle au moins. En Transylvanie, les grands hautes consistoires de l'Église réformée s'imposaient comme le théâtre sur lequel les grands seigneurs devaient remplir le rôle politique principal. Donc les membres de grandes familles étaient personnellement membres de consistoire de l'Église, absolument direct influence, et l'Église avait besoin de ça. Lorsque analyse les fonctions des cours aristocratiques, le chercheur ne saurait faire l'abstraction de ces éléments. En guise de conclusion, lorsqu'on étudie l'histoire de la formation des bibliothèques de l'aristocratie, on doit impérativement prendre en considération le fait que les circonstances historiques dans le bassin des Carpates n'ont guère permis la formation des collections qui, par leur richesse et leur modernité, auraient été comparables à celles des princes électeurs allemands ou d'autres souverains européens. En revanche, la culture livresque de certains grands seigneurs de Hongrie n'est nullement en retard par rapport à celle de la noblesse européenne. Nous reviendrons sur cette comparaison. En outre, il faut souligner le fait que l'homme public de Hongrie, et c'était le cas de la plupart des nobles hongrois, ne pouvait pas se permettre de conduire sa vie et de former sa collection de livres uniquement selon son goût personnel. Les possibilités d'acquisition des livres étaient extrêmement limitées, la production locale des imprimés restait très pauvre, la librairie de détail tout à fait rudimentaire. Nous avons connaissance de quelques marchands de Haute-Hongrie et de Transylvanie qui s'occupaient de la transmission des livres, mais surtout à destination d'un public bourgeois. Lorsque les agents
des éditeurs étrangers, surtout de Vienne, d'Allemagne du Sud et d'Italie du Nord, avaient réussi à établir des contacts réguliers avec certaines familles aristocratiques hongroises. Ils ne cherchaient qu'à vendre les livres publiés par leur seule maison mère et, faute de concurrence, ils y parvenaient en général. Quant aux alumni poursuivant leurs études en Europe, aux frais des grands seigneurs, ils contribuaient certes efficacement à l'enrichissement de la bibliothèque de leur patron, mais leur goût et la nature de leur étude ne manquaient pas non plus de laisser leur empreinte sur les collections aristocratiques. Pourtant, ces facteurs ne déterminent pas tout et le propriétaire d'une bibliothèque aristocratique majeure n'était pas privé de la possibilité d'acquérir les livres selon son goût personnel. Suivant les théories contemporaines relatives à la civilisation de cour, les familles aristocratiques se sont en effet toujours efforcées, à quelques exceptions près, de fonder et d'entretenir leurs collections pour les rendre accessibles aux savants, enseignants, pasteurs et étudiants de leur entourage. Ceux-ci pouvaient de la sorte mieux remplir les fonctions ecclésiastiques et pédagogiques diverses que les aristocrates leur avaient assignées. Le processus est parfaitement logique, étant donné que les familles qui remplaçaient la cour royale en Hongrie et la cour princière détruite en Transylvanie en 1658 par les Tatars, se sont trouvées dans l'obligation de prendre cette tâche en charge. Enfin, certaines salles de bibliothèque ont été meublées de manière extrêmement somptueuse. Les livres furent souvent dotés de reliures uniformes et ils portaient des ex-libris. Parfois même, les grands seigneurs ont employé des bibliothécaires professionnels, notamment pour réorganiser leurs collections. Et on peut identifier dans certaines bibliothèques privées un classement thématique donnant lieu à la réalisation d'un catalogue et à la mise en place d'un système de cotation. Pour autant, on peut citer aucune bibliothèque privée dans la Hongrie du XVIe et XVIIe siècle qui est remplie de cette fonction de représentation et qui se généralisera au XVIIIe siècle. Donc maintenant, regardons peut-être ces diapos avec un petit commentaire si vous avez encore un peu de patience. Donc voilà, Léna Dojdi, donc le fondateur de la famille, donc qui a épousé une fille Orsolya Kanizsai. D'abord, la correspondance de Marie et sa femme, c'est une des belles correspondances en hongrois amoureuses. C'est très rare au XVIe et XVIIe siècle qu'un seigneur a écrit vraiment les lettres amoureuses et même on a changé avis en écrite sur les maladies de la femme, etc. Donc c'était vraiment très très intime. Lui et puis Ferenc François Batthyány avec sa femme Eva Poppel, donc elle était tchèque. Et le troisième, c'est Georges Thurzó et sa femme Anna Czobor. C'est trois correspondances amoureuses qui existent en hongrois. Partiellement, Batthyány et Poppel, on a changé ses sentiments en allemand, mais le grand seigneur a cité assez souvent les vers amoureux d'un poète hongrois, Bálint Balassi. Donc, il a fondé ici à Sárvár une école, une imprimerie. C'est ici on a publié premièrement le Nouveau Testament entier en hongrois. Donc, c'était vraiment un cours assez développé. Et voilà, un siècle plus tard, François... ah oui, mais c'est pas Tamás, c'est François, excusez-moi. C'est Ferenc Nádasdy, mais pas Tamás. J'ai laissé le nom. À Portendorf, et là, nous connaissons déjà l'ordre de bibliothèque, et il avait collectionné aussi des peintures, et il avait un grand trésor avec les objets d'argent. Bien sûr, tout ça était confisqué par... mais on peut déjà voir la structure du château est changée aussi. Et voilà Balthazar Batthyány, le francophone, qui fréquentait l'école
à Orléans, et puis il a séjourné à Paris pendant 2 ans. Il était grand ami des Huguenots qui tenaient relation absolument couramment avec eux. Le château Bussing, donc à Német-Ouivar, et puis son petit-fils, Adam Boitanier, donc le visage, parfois je ne pouvais pas imaginer qu'il a lu quelque chose, mais bon, ça arrive parfois avec les hommes. Donc, mais le château était légèrement transformé. D'abord, cette image, ça provient de livres scolaires de géométrie de Joseph Ier Habsbourg. On a publié pour le dauphin, donc le jeune Joseph Ier, comme livre scolaire de géométrie, en illustrant les châteaux de Hongrie. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, Nikolaus Esterházy, c'est lui qui est le premier catholique dans la famille. C'était aussi une famille protestante luthérienne. Son père était encore luthérien. Il est devenu palatin de Hongrie, et puisqu'il était allié de l'empereur contre Gabriel Bethlen, il a reçu ce château, Forchtenstein, Frocto, donc qui était dans un demi-siècle transformé uniquement pour une forteresse, et le château de la famille était 30 km plus à l'est. C'est Eisenstadt Kismarton, la capitale actuelle de Burgenland, et Paul Esterházy, palatin de Hongrie, il était le premier prince dans la famille. Voilà, Nicolas Palfi, qui était grand soldat bien sûr, et qu'il avait dans la famille de parenté Fugger, en Haute-Hongrie, assez loin de la frontière de Pologne, résidait dans ce château, Vöröskö, et avait une bibliothèque. On discute dans la littérature spéciale que la bibliothèque d'Anton Fugger était ici ou pas. Je suis convaincu que non, mais quand même, il possédait une très bonne bibliothèque. Voilà, Georges Thurzo, palatin de Hongrie, qui a transformé ce petit château. Et donc, dans le cours, c'est vraiment à la Renaissance, première moitié du XVIIe siècle. Il avait, la famille, très bonne relation avec l'université de Wittenberg, luthérienne. Son fils était recteur de l'université pendant 3 ans. Malheureusement, Imre Thurzo est décédé très jeune, donc ne pouvait pas suivre son père. Et la bibliothèque de Thurzo était dispersée. Aujourd'hui, on connaît des pièces de plus de 50 bibliothèques. Voilà, Georges Rákóczi, c'est déjà Hongrie orientale, Sárospatak. Voilà, le château, c'est du XVIe siècle, mais c'était transformé, cette partie, en XVIIe siècle, première moitié du XVIIe, et puis, bien sûr, après la Révolution, Rákóczi était un peu rebâti par les possesseurs autrichiens, mais quand même, le cœur du château, l'ancien, c'était vraiment et même aujourd'hui du XVIIe siècle. Il est devenu prince de la Transylvanie, mais il n'était pas de la Transylvanie. Et voilà, la Transylvanie, à l'époque, avec les comitats qui ont appartenu à l'Hongrie royale, si le prince transylvain a gagné contre l'Habsbourg, donc il pouvait occuper cette, on dit, partium regni Hungariae, donc c'est la grande Transylvanie si on veut, parce que effectivement c'est plus petit. Mais voilà, j'ai choisi Gabriel Bethlen avec sa résidence de Alba Iulia. Malheureusement, je n'ai pas trouvé une meilleure image. Il a fondé ici une grande école, voulait fonder aussi une université, mais quand même, malheureusement, les Tatars ont envahi le pays en 1658. Et toute sa ville était vraiment brûlée, y compris la bibliothèque princière et l'école protestante.
heureusement, quelques petits chariots pouvaient se sauver vers le nord. Et voilà, Mihai Opofi, son château à Radnort, qui remplaça les grands princes, la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il était le dernier prince indépendant des Habsbourg. Son fils était déjà prince de la Transylvanie sous l'aigle des Habsbourg. Mais Alba Iulia ne pouvait jamais regagner ce rôle central en Transylvanie et les Habsbourg n'avaient pas intérêt de reconstituer. On a transformé le château de Alba Iulia suivant le méthode de Vauban, une grande forteresse qui devait protéger et défendre le pays si les Turcs voulaient encore une fois venir dans le bassin des Carpates. Et voilà, le château bien aimé de moi, c'est de la famille Kerejd, c'est la Renaissance tardive. Cette construction, quand même, était faite au milieu du XVIIe siècle, c'est très curieux. Et les Bethlen, donc deux historiens, Elek et Wolfgang Bethlen, vécu ici, avec une bibliothèque et même une imprimerie, étaient fondés dans ce château en 1657. Et donc Teleki, donc ici en France, le nom Teleki est très connu. Mihai Teleki, donc Michel Teleki, était le chancelier de Apofi, le fondateur de la famille. Et voilà son château qui était transformé pour cette forme. Son petit-fils, dans les années 20 du XVIIIe siècle, c'est il y a aussi une faute, excusez-moi, c'est Garnier-Sec qui s'appelle par la note. Et voilà, je finis avec cette diapo. C'est Esterháza, donc faite actuellement en Hongrie au XVIIIe siècle, avec le château et avec un grand jardin. Actuellement, c'est un programme national en Hongrie, reconstruire tous ces châteaux. Et on a déjà terminé le château, et maintenant on s'occupe avec le jardin. Vous voyez que le modèle était Versailles, et même on s'appelait le Versailles hongrois. Et vraiment, les Esterházy étaient très riches. Et il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, que à Chantilly, où c'était cette fameuse exposition des Esterházy, Jean. Non à Versailles, mais un peu au nord, sur le Esterházy Nicolas le deuxième. Mais c'est lui qui a fait construire et transformer ce château. Mais la bibliothèque n'était jamais prise ici, ça restait toujours à Eisenstadt, Kishmarton, jusqu'à les troupes soviétiques qui ont pris en Moscou. Et 7 automne 2013, les livres sont retournés à Eisenstadt. Donc on est très contents parce que la bibliothèque de Paul Esterházy, le Palatin, on peut déjà presque entièrement reconstruire. Il s'agit de 5000 volumes. Donc on espère que ça va ouvrir pour la recherche. Donc merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sherifat, pour cette très belle conférence. Tu nous as parlé des circonstances de la production des livres, des conditions de la commande, des conditions sociales et religieuses, de la politique d'achat, politique d'ordre privé et aussi au niveau de l'enseignement. Et enfin, tu as terminé par cette fresque d'acteurs tous plus extraordinaires les uns que les autres. Je suis sûr que l'assistance a beaucoup de questions à poser. J'en ai moi-même d'ailleurs, mais je laisse la parole au public. Oui, c'était passionnant. Et donc, tous ces, à part le cas des Esterházy, évidemment, toutes ces bibliothèques, sauf celles qui ont été volées, etc.,
est-ce qu'elles ont conflué après à la Bibliothèque nationale? Enfin, quelle est la proportion de bibliothèques du XVIe et XVIIe siècle qui sont parvenues et qui sont dans les collections publiques hongroises maintenant? Bon, donc c'est une période pas vraiment en paix en Hongrie. Donc, beaucoup de cas, il y avait bien sûr les défaites des bibliothèques. La plupart de ces collections sont absolument dispersées, mais heureusement, nous possédons des sources archives, des catalogues, des inventaires après décès, au partage, quand on a partagé les biens, ou bien le cas de Nádas différence. Nádas, quand il était exécuté, les listes de confiscation servaient pour nous très bien, bien sûr, parce qu'on a énuméré quel livre était pris par la bibliothèque impériale qui était donné en cadeau aux religieuses, par exemple. Donc il y a certains des cas. Donc celui de Paul Esterházy, presque entièrement sont disponibles. La bibliothèque de Németújvár, c'est une sorte très, très curieuse parce que le petit-fils de Balthazar Batthyány, qui est converti vers le catholicisme, a donné toute sa bibliothèque en cadeau aux frères franciscains. J'imagine les pauvres frères, parce que c'est plus de 3000 volumes du XVIe siècle, presque exclusivement théologie protestante. Donc les beaux frères franciscains ont fermé la porte. On avait besoin d'une autorisation de gardien, donc le chef de la maison, pour y entrer. Mais heureusement, jusqu'à aujourd'hui, la bibliothèque est là. Donc, je ne veux pas dire que c'est toute la bibliothèque de la famille, mais la part qui était donnée en cadeau à l'école, c'était entièrement préservé. J'ai parlé avec le prince Batthyány en demandant une visite dans la maison à Vienne, mais je pouvais parler avec son avocat qui me demandait pourquoi vous voulez visiter la chambre de coucher du prince parce que les livres se trouvent là. J'ai dit que bon, je m'intéresse un peu des livres du XVIIe siècle, mais il a dit que ce n'est pas le cas maintenant. Donc l'autre part de la bibliothèque Batthyány certainement se trouve dans la possession de la famille. Zrínyi, c'est très, très intéressant parce que Nicolae Zrínyi avait un fils, Adam Zrínyi, qui était éduqué à Leuven comme juriste. En retournant, mais il a tombé dans la dernière bataille contre les Turcs. Donc son fils, son enfant et sa veuve étaient mariés d'un noble tchèque. Toute sa bibliothèque de Čátor, de Čákové, s'était transportée premièrement à Vienne, puis en Moravie, parce qu'il était tchèque quand même en Moravie. Et à la fin du XIXe siècle, la famille était déjà pauvre, et il a vendu la bibliothèque Zrínyi, et l'Académie croate a acheté pour la Bibliothèque nationale de la Croatie. Donc la bibliothèque Zrínyi de Nicolae Zrínyi se trouve presque entièrement maintenant à Zagreb, dans la Bibliothèque nationale. Donc je peux énumérer les cas, mais la plupart des bibliothèques des familles seigneuriales sont dispersées, premièrement. Quant à la Bibliothèque nationale actuelle, donc c'est une bibliothèque fondée par un seigneur, donc Ferenc Széchenyi, 1802. Bien sûr, il y avait certains grands achats et grandes donations des familles nobles, par exemple Janković, la famille Janković qui possédait plus de 45 000 livres, puisque le chef de la famille était un peu, pas bibliophile, mais plus que bibliomane. Et la famille aristocratique était en faillite du cause de sa manie. József Habsburg, palatin de Hongrie, qui avait
beaucoup de bonnes relations avec les Hongrois. Il a acheté sa bibliothèque en 1842, je crois, pour la bibliothèque, pour le musée national entièrement. Et avec cet argent, le bon Nicolas Jankovic a commencé sa deuxième collection, qui était achetée cette fois par l'État de Hongrie pour la Bibliothèque nationale. Donc, il y a quand même pas mal des legs, mais qui proviennent du XVIe, XVIIe siècle, de la possession seigneuriale, c'est très peu, vraiment très peu. Le plus tragique, c'est le sort de la bibliothèque princière de la Transylvanie, parce que c'était brûlé par les Tatars au milieu du XVIIe siècle. Et ça, c'est vraiment un grand dommage. Nous connaissons seulement 5 livres qui sont survécus de la bibliothèque de Gabriel Bertlin, par exemple, avec reliure très spécieuse. Donc, mais quand même, on ne peut pas dire que c'est un monde vide, parce que les familles ont hérité bien sûr génération par génération. Et le XVIIIe siècle, on a formé vraiment une chaîne de bibliothèques très modernes. Donc dans les châteaux, c'était obligatoire, un peu à la mode, installer une bibliothèque, bien sûr avec les décors baroques, etc. etc. Donc comme ça, nous disposons quand même sur place quelques bibliothèques entières, mais c'est déjà XVIIIe siècle. Yann? Quelle est l'histoire des papiers, des archives de ces familles? Est-ce que ces archives aristocratiques privées ont eu la même disparition que les bibliothèques? Mieux que les bibliothèques. Mieux que les bibliothèques. Pour des raisons institutionnelles? Certainement, l'archive attestait toujours la possession, donc c'était important. On a fait plus attention à ça. On peut dire que, par exemple, l'archive des Battiani et des Esterházy sont vraiment une série dès le Moyen-Âge, presque intouchées. Bon, malheureusement, dans la Révolution 56, 20e siècle, un tank russe a tiré sur l'archive nationale et là, hélas, a brûlé par exemple une part de l'archive Battiani. Mais autrement, c'était bien préservé dans les grandes familles, chez les familles. Ça veut dire, par exemple, chez les Esterházy, même aujourd'hui, dans cette fameuse forteresse Fortenstein, se trouve l'archive économique de la famille, de chaque possession, régulièrement dès sa fondation. Donc, et l'archive politique et privée se trouve dans la bibliothèque, aux archives nationales de Hongrie, parce que au début du XXe siècle, après la Grande Guerre, beaucoup de familles ont laissé son archive à l'État, surtout en Transylvanie, parce que donc après le Trianon, traité de Trianon, donc c'était Roumanie, et pour sauver ces papiers, ces familles aristocratiques ont légué à Budapest l'archive de la famille pour préserver, bien sûr, pour attester, peut-être à l'époque avec une espérance qu'une fois on pourrait reprendre ces propriétés. Donc, quant aux archives, nous disposons pas mal des archives. En plus, le système des archives départementales, ça fonctionne relativement bien, pas seulement en Hongrie, mais en Roumanie ou actuellement en Slovaquie. Bien sûr, il y a une grande différence. En Roumanie, ça appartient à la police intérieure, donc au ministère intérieur, des Affaires intérieures. Mais en Hongrie, et déjà en Slovaquie, après le changement politique, à la culture. Parce qu'en Slovaquie, appartenait aussi au ministère des Affaires intérieures. Même aujourd'hui, d'abord en Roumanie, les registres des impôts, par exemple, du Moyen-Âge ou de l'époque moderne, font un secret d'État. Donc,
On peut comprendre parce que si on dit que c'était un village roumain, la conscription des impôts atteste que pas du tout. C'est une... Donc chez nous, l'histoire c'est un peu plus vivante que peut-être en France. Donc c'est pour ça qu'il y a les conditions de recherche un peu déformées. Pensez-vous qu'après la restitution à la famille Esterházy, d'autres restitutions faites par la Russie sont envisageables? Donc, c'est une question... bien sûr, j'ai fait activement ça. Donc, j'étais pendant longtemps membre du comité de restitution en Hongrie. Nous avons fait le même avec la collection de Sáros Patak. C'était une collection collégiale calviniste qui les Russes ont redonné en 2006. Et c'est la deuxième action qui réussit. Mais moi, dans mon âme, je suis ambivalente. Parce que si je dis que il faut que j'aille à Londres pour regarder les livres aristocratiques hongrois, je vais à Londres ou à Paris. Hein? Je dois aller à Moscou, la voir. D'abord, si ces bibliothèques seraient vraiment ouvertes, vraiment prêtes à offrir pour la recherche, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance de reprendre les livres. En plus, c'est toujours en question. C'est toujours en question. En Hongrie, actuellement, on a publié un décret gouvernemental que le ministre culturel décide où la propriété de l'État devait être préservée. Ça veut dire, si le ministre a un bon contact avec les Nádasdy, dit que, voilà, les biens de Nádasdy, il faut transposer dans un château Nádasdy, parce que le ministre a droit à décider, pas comme possession, donc ça reste dans la possession de l'État, mais quand même, arrive dans un milieu pas ouvert. Ça, c'est le problème. Parce que si on offre bien sûr que, on peut vraiment restituer les biens aristocratiques, comme à Bohême, par exemple. République tchèque, on a redonné. Théoriquement, on a redonné en Slovaquie. Aussi, pratiquement, on discute. Mais moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il faut faire parce que ce n'est pas clair comment et quand les biens aristocratiques ou ecclésiastiques sont arrivés dans les collections publiques. Justement avec les Esterházy, je travaille très, très proche avec les Esterházy. Et maintenant, on dit qu'il faut tout ramasser ici à Esterházy pour remplir avec fonction ce château. Mais je me demande si la collection Musicalia, donc les manuscrits de Haydn, Joseph Haydn, faut déposer dans un village, qui va la rechercher? Certains de la Bibliothèque nationale. Ça n'a aucune raison. En plus, c'est absolument pas clair qui et comment a déposé cette collection musicale dans la Bibliothèque nationale. Paul Esterházy, le cinquième, donc, qui est mort il y a 15 ans, donc, qui était emprisonné après la guerre, il a, par exemple, pris toute sa collection des trésors d'or dans le musée des arts appliqués à Budapest, comme juridiquement pas comme possession, mais comment ça s'appelle un dépôt, letét en hongrois, donc un dépôt légal. Bon, et maintenant on dit, pas la famille, mais l'État de Hongrie, qu'il faut transposer ici dans cette... juridiquement aussi pas clair, mais... Donc, quant à Russie, le KGB a vendu beaucoup. Ça veut dire, à l'aide de l'Allemagne de l'Est,
Donc il y avait beaucoup d'actions qu'on a envoyé les livres, les tableaux à Berlin, parce que l'agent secret allemand de l'Est avait mieux contact avec celui de l'autre côté de l'Allemagne, et on pouvait vendre pour avoir l'argent occidental. Et par exemple, de la bibliothèque Esterházy, on a envoyé 2 fois gros masse. Bon, ça veut dire qu'autour de 1000 volumes, très précieux, des incunables, des imprimés du XVIe siècle, pour vendre. Mais à l'époque, les gens à Berlin disaient que voilà, Esterházy, c'est une famille hongroise. On a envoyé un cadeau à Budapest dans la Bibliothèque nationale. Car n'était pas le cas, parce que cette bibliothèque appartenait vraiment à Kirchmorton, à Eisenstadt, elle n'avait rien à voir avec la Bibliothèque nationale, et nous avons redonné, nous aussi, en 2002, quand j'étais le directeur général de la Bibliothèque nationale, nous avons redonné à la famille. Donc maintenant, c'est vraiment, il y a une espérance que... Mais, par exemple, on discute avec le ministère actuellement parce qu'on veut que tous les livres avec une provenance de la famille princière de Esterházy devraient être transposés ici. Mais quand Ferenc Széchenyi a fondé la Bibliothèque nationale de Hongrie, il a imprimé le catalogue et il a envoyé 600 exemplaires de catalogue aux magnates, aux prélats, etc., en demandant si vous avez autre livre qui ne se trouve pas dans mon collection, prière d'envoyer pour enrichir la Bibliothèque nationale. Et à l'époque, Nikolaus Esterházy, chef de la famille, en 1810, a envoyé quelques paquets de la bibliothèque familiale pour enrichir la bibliothèque nationale. Et maintenant, on dit que ce sont les biens de Esterházy. Non, il faut vraiment examiner de chaque exemple, etc., etc. C'est le même comme la restitution des biens des familles bourgeois, la plupart juifs. Parce que dans les années 30, par exemple, quand les familles juives savaient déjà qu'il arrive quelque chose de tragique, on a vendu beaucoup de fois les tableaux, les livres anciens chez les antiquaires. Et les antiquaires étaient nationalisés après la guerre et pas la famille directement. Et maintenant, comment on a décidé? Parce que l'administration des antiquaires, on ne possède plus. Je ne sais pas attester la plupart des cas que c'était vendu et puis confisqué de la famille des antiquaires. Et à qui faut-il redonner? Donc, excusez-moi, mais c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et c'est très, très actuel en Hongrie qui, à mon avis, menace le patrimoine. En plus, à mon avis, menace la culture publique bourgeoise, si on veut, que je sais en France, on n'a pas redonné après la Révolution les biens aux églises et aux aristocrates. Je me demandais, dans cette masse de livres qui a fait l'objet des achats à l'époque moderne, si tu pouvais donner des indications chiffrées sur la répartition par langue Ouais. Et l'évolution de la présence des langues. Ouais. J'étais frappé par exemple que tu cites à un moment l'ouvrage de Pluvinel, Ouais. qui a traité d'équitation. Oui, oui. Alors, comment se fait la répartition? Oui, donc si vous avez du temps, c'est une autre question. J'aime bien parler de ça. Donc, la langue officielle en Hongrie à cette époque, jusqu'à 1844, c'est le latin. Donc, au diète, l'éducation, c'est le latin. Ça veut dire que les membres des autres églises, haute aristocratie, parlaient en latin, ne posait pas de problème de lire en latin. Bien sûr, selon la nationalité, on possédait une langue vernaculaire et puis la plupart des dirigeants
parlaient en allemand. Parce que en visitant la cour, soit à Vienne, soit à Prague, c'était besoin, ou bien la partie la partie de l'actuelle Croatie, les familles parlent en italien. Par exemple, la proportion des livres italiens dans la collection de Zrini, c'est autour de 30%. Mais il parlait aussi en allemand. Mais majoritairement, donc, le premier livre en latin au XVIe siècle, il y a déjà les livres en allemand, surtout l'histoire locale et l'art militaire. Donc, fortification, Kriegskunde, parce que les Allemands sont vraiment bien organisés ça. Par contre, Zrini et les nobles croates, on les a lus en italien. Donc, il y a une vaste production italienne sur ce sujet. En plus, les architectes qui ont aidé à fortifier les locaux étaient majoritairement de l'Italie. Donc, en Haute-Hongrie, où il y avait les aristocrates d'origine slovaque, pour eux, c'était bien évident collectionner les livres tchèques et polonais aussi, mais c'est un phénomène relativement marginal. Mais il faut mentionner que, par exemple, chez les Turzo, chez les Palfi, chez les Révailles, il y a toujours les actes des diètes de Brno, de Cracovie, donc il y a, parce que c'est primordialement, on s'intéressait à la politique intérieure de ces pays aux environs. Par contre, en Transylvanie, la langue officielle était le hongrois. C'est pour ça les nobles, donc la participation de la composition de la langue des collections, c'était pas majoritairement hongrois, mais était plus livre hongrois qu'en Hongrie. Quand le français au XVIe siècle, ça arrive très rarement si on peut lire directement en français. Balthazar Batyányi, c'est un bon exemple parce qu'il même correspondait en français avec les Huguenots. Donc, et il avait Charles de l'Écluse dans sa cour, donc on pouvait discuter en français. Et il a collectionné vraiment des œuvres, même Jean Bodin était en français et en latin. Parfois, on a acheté les deux. Mais déjà au milieu du XVIIe siècle, le français avance et dans les bibliothèques des contes du prince Esterházy, par exemple, il y a une vraisemblable couche en français intéressante que, à mon avis, la plupart des livres français étaient arrivés avec les femmes allemandes ou italiennes. Parce que là, était déjà à la mode lire et parler en français, et quand la femme était arrivée, ça modernisait la cour, vraiment. Et les hommes hongrois ont commencé aussi à apprendre la langue française. Donc nous savons par exemple que Ferenc Rákóczi, qui était pris par les jésuites quand il était enfant, il ne pouvait pas parler vraiment en hongrois, par contre en français et en latin, et puis il a appris l'allemand, et il devait réapprendre la langue hongroise quand il a retourné en Hongrie, mais il a parlé absolument en français, même il a suivi son journal personnel en français, et la confession était aussi écrite par lui-même en français. Donc la proportion des livres en langue française, c'est déjà considérable à la fin du XVIIe siècle, et puis mais seulement au milieu du XVIIIe siècle apparaissait un phénomène intéressant que même les auteurs antiques ont apparu en français dans les collections aristocratiques, qui indiquent
qu'au milieu du XVIIIe siècle, on ne pouvait pas déjà s'amuser en latin. Parce que jusque-là, bien sûr, on pouvait vraiment lire en lisant Terence, mais pour comprendre l'humeur en latin, c'est quand même, il faut une capacité linguistique. Et déjà au milieu du XVIIIe siècle, c'est perdu déjà cette capacité. Et ça commence vraiment que la littérature des belles lettres, ça devient français. Et il y a un autre phénomène qui est d'ailleurs très intéressant à examiner. Il y a cette genre littéraire de bibliothèque bleue. En français, et puis il y a une bibliothèque bleue, pareil en italien, par exemple, Giuseppe Croce à Bologne, il était très très populaire, qui a écrit les histoires des brigands, des histoires amoureuses, etc. etc. Parce que c'était en langue relativement simple, ces petits cahiers sont arrivés chez les aristocrates pour s'amuser, et parce que c'était lu par les aristocrates, c'est entré dans le canon littéraire en Hongrie, mais pas seulement en Hongrie, en Pologne c'est le même phénomène, et plutôt au XIXe siècle en Estonie. Et on commence à traduire en langue vernaculaire cette production livresque, pas vraiment en canon en France, jamais été, mais quand même parce que c'est une langue relativement, bien sûr, on a changé le nom des brigands, on a changé le nom des toponymes, que cet assassinat se passait dans une forêt aux environs, mais autrement, on a utilisé comme ça. Et à la fin du XVIIIe siècle, j'ai déjà examiné, il y a un phénomène très intéressant, même chez les Esterházy, pas seulement les princes, mais les comtes, chez les comtes, la littérature, la belle lettre, presque jamais en allemand. En français ou en italien, et allemande, c'est réservé vraiment pour l'histoire, pour le droit, parfois les droits, parce que le droit, le système de droit, c'était absolument le même ou pareil. Et bien sûr, tout ce qui correspond avec comment conduire les troupes militaires, donc cette, comment ça s'appelle ça, Kriegskunde, donc l'art de la guerre, oui, l'art de la guerre, ça reste allemand, mais autrement, c'est vraiment français. C'est vraiment français. Et dans un demi-siècle plus tard, au milieu du XIXe siècle, apparaissent les premiers livres en anglais. C'est vraiment très rare. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en anglais, on pouvait trouver seulement dans les collections collégiales calvinistes du cause de la théologie puritaine et ces discussions autour de ça. Mais majorité des cas, on a acheté ces auteurs en latin, bien sûr, mais déjà à la fin du XVIIe siècle, on peut trouver pas mal de livres anglais dans les collections des collèges calvinistes. Bon, mais je pourrais parler... Merci beaucoup.